Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans notre émission La vie citoyenne. Aujourd'hui, c'est notre 6e volet. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Ludovic Ocollier. Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Oui, donc vous êtes élu municipal chargé de l'aide à la population dans la ville du Vauclin. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du système de vote. Donc nous allons tout de suite commencer avec la première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous donner un bref historique, si je puis dire, du système de vote en Martinique? Bien, le système de vote en Martinique, la Martinique fait partie de la République française, donc le système de vote en Martinique est calqué sur le modèle de la République française. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces différents systèmes de vote? On peut avoir le scrutin à la proportionnelle ou au scrutin majoritaire. Donc, le scrutin majoritaire, donc, comme on voit dans l'expression majoritaire, donc il s'agit de dégager une majorité. Donc, on peut avoir par exemple un candidat qui se présente. Pour être élu, par exemple, au premier tour, on sollicite la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. Si aucun des candidats n'obtient cette majorité absolue, on procède à un second tour avec la majorité relative, c'est-à-dire celui qui a le plus grand nombre de suffrages ou le plus grand nombre de voix est en tête. Tandis que le scrutin à la proportionnelle, un scrutin, donc proportionnel, on a des proportions, c'est-à-dire que nous avons différents candidats ou bien on peut avoir des listes et chaque candidat ou liste a des places, des sièges qui sont attribués par rapport au score. Par exemple, un scrutin qui est typique des élections municipales qu'on a eues récemment. D'accord. D'accord. Le scrutin majoritaire, ça peut concerner l'élection, par exemple, du président à ce moment-là. Il y a plusieurs exemples. Donc, l'exemple, la quintessence, c'est l'élection du président de la République française. Donc, qui est élu au scrutin majoritaire. Donc, on a des candidats individuels qui se présentent et celui qui obtient la moitié des voix plus une est élu. Assez souvent, dans le cadre de la Ve République, on procède à un second tour puisqu'il n'y a aucun candidat qui réussit à atteindre cette majorité absolue. Donc on a un cas ici. Donc, le scrutin majoritaire est lié à... Donc, il y a un qui a la majorité et il est élu. Tandis qu'il y a d'autres modes d'élection où on n'atteint pas la majorité et les choses sont différentes. D'accord, donc il y a deux effectivement types de scrutin, majoritaire et proportionnel. Et puis, on le verra peut-être tout à l'heure, on a aussi des scrutins mixtes. Scrutins mixtes qui combinent, selon l'élection, qui peuvent combiner le scrutin à la proportionnelle du scrutin majoritaire. D'accord. Ben, si vous souhaitez, on peut déjà en parler, les scrutins mixtes. Le scrutin mixte, oui. Nous avons des élections, par exemple, l'exemple qui me vient en tête, c'est les élections sénatoriales. Les élections sénatoriales, elles peuvent être à la fois majoritaires ou à la proportionnelle de liste. Donc, tout dépend de la taille du département. Pour l'instant, en Martinique, nous élisons deux sénateurs. Deux sénateurs, donc on a un sénateur avec un candidat avec son suppléant qui sont élus. Donc, celui qui atteint la majorité au premier tour absolu est élu, sinon on procède à un second tour, ou bien si personne n'atteint la majorité absolue, on procède et puis les deux premiers sont élus. Donc en Martinique, il n'y a pas ce souci. Mais il y a des départements plus grands, par exemple en France, Bouches-du-Rhône ou autres, on élit plusieurs sénateurs, là on a des listes. Donc c'est-à-dire les partis présentent des listes. Je dis, par exemple, dans un département, on peut présenter il y a peut-être 5 sénateurs à élire. Le parti de droite peut présenter 5, celui de gauche 5, d'extrême gauche 5, etc. Et celui qui arrive en tête, donc on fait un partage, c'est comme un gâteau, selon le suffrage obtenu, donc on sépare. Donc la liste qui a le plus de suffrages a forcément la plus grosse part du gâteau. D'accord. Donc on voit dans ce type d'élection, les mêmes élections sénatoriales, on peut avoir les deux types. Les deux types de scrutin, d'accord. Pour rappel, donc, pour pouvoir voter, il faut déjà avoir la majorité. Il faut avoir la majorité, c'est-à-dire 18 ans. Selon les élections, être citoyen français.
et bien sûr avoir un casier judiciaire vierge. Je reviens sur la deuxième condition, être citoyen français. Bon, ça pourrait aller de soi, mais certaines élections, par exemple, je pense aux élections européennes et les élections municipales, un membre de l'Union européenne, par exemple un Allemand qui vivrait en Martinique, qui a toujours la nationalité allemande, mais qui n'a pas acquis la nationalité française, peut voter pour des élections municipales en Martinique. Parce qu'il est membre de l'Union européenne, la Martinique est membre de l'Union européenne. Voilà. Donc, il peut voter pour les élections européennes. Bon, la seule restriction par rapport aux élections municipales, il peut se présenter aussi pour être conseiller municipal, mais il ne peut pas être élu maire. Ah, d'accord. C'est une des limites de la condition. Donc, mais sinon, la citoyenneté française ouvre les élections pour tout candidat. D'accord. Et pour ceux, par exemple, vous avez parlé des Allemands, les Allemands qui vivent en territoire français et qui sont en mesure de voter pour leur, si je puis dire, pour leur l'État allemand, comment ça se passe? Les Allemands qui vivent en territoire français. Oui, ou quelque autre nationalité. Donc, donc, vous faites allusion à des personnes qui ne souhaiteraient pas voter pour leurs représentants dans la région où ils vivent. Voilà. Par exemple, je ne sais pas si vous avez fait attention, bon, des fois nous avons des élections, on entend les Français de l'étranger. Oui. Donc des Français qui vivraient dans différentes parties du monde, ben, ils se rapprochent de leur ambassade ou du consulat pour voter. C'est pareil, c'est dans le cas des Allemands ou autres, ceux qui souhaiteraient, bien qu'ils vivent en dehors de leur territoire, mais qui souhaiteraient participer à la vie de leur pays ou de leur région d'origine, peuvent se rapprocher bien sûr des ambassades et des consulats, par correspondance ou aller directement. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner au moins, si je puis dire, trois raisons pour lesquelles le vote est important pour chaque citoyen? Parce qu'on a certains qui ne prennent pas la peine de venir voter, qui disent, bon, la politique, je n'en ai rien à faire. Est-ce que vous avez des raisons pour lesquelles c'est important pour un citoyen de venir voter? Oui, bien sûr. En fait, bien sûr, dans cette attitude, la politique, quand quelqu'un dit que la politique, il n'en a rien à faire, c'est un grand paradoxe parce que la politique fait partie de la vie de cette personne tous les jours. Tous les jours, et quel que soit son travail, quelle que soit sa condition sociale, quelles que soient ses activités, la politique gère sa vie. La politique, à la base, c'est la police, la cité. C'est la cité grecque, dans le sens où on avait la ville et sa campagne. Donc c'est s'occuper des affaires de la ville, de la cité, améliorer en fait notre cadre proche. Mais je prendrai des personnes que je rencontre qui me disent « Ah, mais bon, la politique, je ne suis pas sur ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne change rien. » Mais prenons quelque chose de simple. La mère qui emmène son enfant à l'école, l'école, c'est politique. Les différentes décisions qu'on prend, notamment récemment par rapport au rythme scolaire, par rapport au programme, c'est l'homme politique qui prend ces décisions. Par exemple, il y a des personnes qui attendent impatiemment peut-être leurs prestations sociales, familiales. Là aussi, c'est le politique qui décide d'augmenter ou de baisser les prestations. Beaucoup de Martiniquaises et de Martiniquais ont un véhicule. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore rencontré de véhicule qui s'alimente en eau, surtout en eau de mer. Le jour où on aurait un véhicule en eau de mer, nous aurons moins de problèmes. Mais pour l'instant, les véhicules prennent du carburant, soit de l'essence ou du gazole. Donc là aussi, il y a une politique qui est mise en œuvre pour l'embellissement du cadre de vie, tout ça. Donc toutes les décisions qui sont prises dans la ville, dans le département, dans la région, ça dépend le cadre qu'on prend, est lié aux politiques. Donc c'est vrai que certaines personnes sont découragées, il y a peut-être un manque de confiance peut-être vis-à-vis des représentants politiques, mais on se rend compte à différents niveaux que faire un choix
implique des conséquences. Ou ne pas faire un choix implique d'autres conséquences. Et donc, voter, c'est exprimer un choix, exprimer un avis, donner une direction à sa région, qu'on le veuille ou pas, qu'on reste chez soi ou qu'on se déplace, on donne une direction. Et certaines personnes disent ah oui, mais pourquoi celui-là il prend telle décision, mais je ne suis pas, pourquoi je suis d'accord avec rien de ce qu'il dit. Et bon, quand on fait un petit sondage, oui, tu avais voté pour l'autre ou ah non non, moi je n'avais pas voté. Ah, tu n'avais pas voté. Ben, si tous ceux qui sont comme toi disent ben, je ne vote pas, ben, c'est normal. Pour l'instant, dans le système démocratique, ben, bien qu'on reconnaisse les bulletins blancs, les bulletins nuls, mais à la fin on regarde les exprimés. Donc il y a ceux qui se sont déplacés, mais on regarde ceux qui ont désigné quelqu'un, et c'est celui qui a le plus grand nombre de voix qui l'emporte. Après, comme on a vu, ça dépend du scrutin majoritaire, proportionnel, majorité absolue ou majorité relative, mais tout dépend. Donc c'est ça qu'on regarde. Donc voter c'est un droit. Et on dit aussi sous la carte électorale, c'est un devoir civique. En France, dans la République française, ce n'est pas une obligation. On ne pousse pas les gens à voter. Contrairement à d'autres pays de l'Union européenne où les citoyens n'ont pas ce choix. Ou bien s'ils font le choix de ne pas voter, ils ont une amende parce qu'on considère que le vote est inconditionnel à leur situation de citoyen. Et que le citoyen doit s'acquitter de cette responsabilité. De la même manière, on ne va pas faire un sondage ou questionner, faire un référendum pour savoir si quelqu'un veut payer ses impôts. Qu'il ait l'argent ou pas, ben, il est sommé de payer ses impôts. Donc, bon, après ça, c'est une autre conception. La République française a une autre conception de la chose, mais en dehors du caractère du côté obligatoire ou pas de la chose, voter, vraiment, c'est une expression du citoyen parce que dans beaucoup de pays du monde, on ne consulte pas le citoyen. Les dirigeants prennent les décisions et les citoyens subissent. Je prends par exemple en République populaire de Corée du Nord, les Nord-Coréens auraient bien aimé ils auraient bien aimé qu'on demande leur avis de temps en temps pour certaines décisions. Non. Depuis des générations et des générations, on a un leader qui prend les décisions et ceux qui ne sont pas d'accord sont exécutés. La démocratie donne la possibilité à la population de s'exprimer. Donc, c'est peut-être parce que c'est un cercle vicieux. C'est peut-être parce que beaucoup de personnes ne prennent pas part au vote que peut-être certains dirigeants pourraient se dire, de toute façon, en gros, ils me laissent faire comme je veux, on peut faire comme on veut, puisqu'ils n'iront pas voter. Tandis que si les personnes se déplaçaient massivement, voter, exprimer un choix, donc cela pourrait faire que certaines choses pourraient changer. Et puis, on a constaté que certaines entreprises vérifient que régulièrement leurs employés votent. Certaines entreprises. Ça dépend des entreprises, ça dépend des entreprises, ça dépend de l'employeur. Bon, après, ce n'est pas une obligation. Bon, après, j'espère que l'employeur ne se met pas en porte-à-faux avec la loi française. D'accord, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du terme de prime majoritaire, nous expliquer un petit peu ce que c'est? Je pense que si je parle de prime, tout le monde comprendra, surtout dans le cadre du travail prime. Donc, c'est-à-dire on a de l'argent supplémentaire. Prime majoritaire. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, c'est dans le cadre de la proportionnelle. Prime majoritaire. Donc, nous avons des personnes qui recueillent un certain nombre de voix. Et la prime majoritaire consiste à accorder un certain nombre de sièges. Tout dépend de l'élection. Par exemple, nous aurons bientôt les élections de la collectivité territoriale de Martinique dans quelques mois. La liste qui arrivera en tête aura droit à une prime donc d'environ 10 sièges environ. Donc, c'est-à-dire que c'est pour éviter. Donc, on revient aussi à la question du scrutin majoritaire. L'objectif est d'éviter des blocages parce qu'il y a dans des systèmes autres français où
il y a des listes ou des personnes des listes qui se présentent, des partis qui présentent des listes, et on a des partis presque à égalité. Celui-là fait 33%, l'autre fait 35%, l'autre 30%. Donc, il n'y a pas de majorité qui se dégage, surtout s'il n'y a qu'un seul tour, ce qui était autrefois le cas avec les élections régionales, même en Martinique, avant 1998. Donc, on avait un scrutin avec un tour. Donc, des fois, il pouvait ne pas avoir une majorité qui se dégageait. Donc, il fallait faire des alliances. Donc, des alliances, vous savez, les alliances du jour ne sont pas forcément les alliances de demain. Donc, l'objectif de la prime majoritaire est de dégager une majorité pour qu'il n'y ait pas d'instabilité. Et donc, on le voit aussi dans le cadre du conseil municipal. La liste qui arrive en tête, que ce soit qu'elle ait reçu plus de 50% des voix plus une au second tour ou pas, elle obtient automatiquement la moitié des sièges. Et elle a la moitié des sièges, et puis après, en fonction du pourcentage fait, on fait la répartition avec les autres listes, et elle a droit aussi elle fait partie de cette répartition encore plus de la moitié qui est accordée. Et par rapport à la collectivité territoriale de Martinique, la liste qui arrive en tête a 10 sièges, environ 10 sièges d'office, 10 ou 11, il faut le vérifier. Et par rapport, ensuite, on va couper le gâteau restant, les parts restantes entre les autres listes et cette liste qui arrive en tête. Donc, l'objectif est d'éviter tout risque d'instabilité, d'avoir une majorité claire. D'accord. Donc, avantages, inconvénients. Oui. Alors, pour revenir aux électeurs, donc nous avons parlé des citoyens. Donc, le citoyen qui élit son président. Et puis, il y a aussi, on avait parlé aussi des élections, comme les élections sénatoriales. On a aussi les élections, alors je ne sais pas si les élections parlementaires, ce sont les mêmes. Législatives. Les élections législatives, ce sont des élections uninominales au scrutin majoritaire. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que vous avez un candidat qui se présente pour être député. Bon, maintenant, on a le candidat et son suppléant. Et donc, on ne vote pas pour une liste. On veut élire un député. Nous sommes dans une circonscription, on veut élire un député. Donc, le candidat qui obtient toujours la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une voix, est élu. La seule complication avec l'élection législative, c'est que la loi exige qu'il y ait 25%, que la personne même si on a 50% plus 1, il faut avoir 25% des inscrits. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des élections, des fois où il y a très peu de votants. Bon, je prends un exemple. Imaginons que nous ayons dans une collectivité 1000 inscrits et que 20 personnes se déplacent pour voter. Bon, pour d'autres élections, si 20 personnes, la moitié c'est 10, la majorité absolue c'est 11. Donc s'il y a une personne à 11, même s'il y a 1000 votants, 20 se sont déplacés, on exprime un choix clair, celui qui a eu 11 voix est élu. Et là, il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines élections où on attend quand même un minimum de participation. Et donc, ça veut dire que si 11 par rapport à 1000 ne constitue pas 25% des inscrits, donc la personne n'est pas élue, même si elle a eu la majorité absolue. Donc, on possède encore un second tour. Un second tour à la majorité relative. Et c'est ce qui est... Cela arrive souvent. Cela arrive souvent. Des fois, nous avons des candidats qui atteignent la majorité absolue au premier tour dans des élections législatives, mais comme la participation était très faible, on est obligé de procéder à un second tour. L'élection de 2007, c'est un très bon exemple. On avait un certain nombre de candidats qui, dès le premier tour, avaient dépassé largement les 51%. Mais faute de participation, en tout cas à cause d'une participation très faible, il a fallu procéder à un second tour. Donc il y a des élections de ce genre. Il y a d'autres, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, totalement, oui. Les élections sénatoriales et législatives, on a vu. Oui, 25%. On a aussi les élections cantonales. D'accord. Les élections cantonales qui, bon, pour nous, ne vont plus nous concerner, mais à l'époque,
on avait une personne qui se présente pour être conseiller général du canton, Oui. bien sûr avec le suppléant qui était indiqué. Et donc là aussi, on votait pour une personne. Et l'objectif, donc il fallait que cette personne ait la majorité absolue. Donc là maintenant, cette élection n'aura plus cours dans notre territoire, puisque nous aurons la collectivité territoriale de Martinique. Mais en France, elle a pris une autre forme avec les élections dites départementales. Bon, le terme a changé et puis il y a aussi un principe qui a changé puisqu'on a fusionné les cantons. C'est-à-dire quand on avait peut-être à l'époque 2 cantons distincts, eh bien, les 2 cantons distincts, on a fait un seul. On a fait un seul et ils sont obligatoirement paritaires. Donc on a forcément homme-femme ou femme-homme. Donc, et puis bien sûr avec des suppléants. Mais c'est le même principe, c'est le binôme qui aura la majorité absolue sera élu et il faut aussi un minimum de participation, sinon il faut procéder à un second tour. Il faut procéder. Alors, on avait parlé de la majorité absolue et récemment on a entendu majorité relative. Oui. Est-ce que c'est possible de rapidement éclaircir à nouveau sur les deux termes? D'accord. Je pensais avoir été clair, mais bon, c'est pas grave, ça ne me gêne pas. La majorité absolue et la majorité relative, ce sont des termes indissociables d'un déploiement pour le vote d'un scrutin. C'est-à-dire, lorsqu'on comptabilise les voix, on va tenir compte des suffrages exprimés. C'est-à-dire, quand une personne vote, elle peut voter pour le candidat A, le candidat B, le candidat C, mais elle peut aussi voter blanc. Ou elle peut voter nul. Ce n'est pas tout à fait pareil. Voter blanc, par exemple, je ne mets rien dans mon enveloppe, c'est un bulletin blanc. J'ai le nom d'un candidat, et puis finalement, je barre, et puis je mets mon nom. Si je suis dans une commune de plus de 2500 habitants, ce n'est pas valable. Par contre, dans des communes inférieures, dans des petites communes, on a le droit. Ça s'appelle le panachage. On peut rayer le nom d'une personne, mettre le nom du voisin, même si il ne s'est pas présenté. Puis, imaginons qu'il ait un certain nombre de bulletins, il peut être élu. Donc, ça, c'est dans les petites communes, justement, où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais le scrutin, alors, pour revenir sur le scrutin, la majorité absolue, donc, on va prendre en compte les exprimés, les personnes qui ont voté pour quelqu'un, peu importe la personne qui a voté. Les bulletins blancs, on les met à part, les bulletins nuls sont à part, ils sont comptabilisés mais ils sont à part. Et dans le décompte final, on va faire attention aux bulletins exprimés, les personnes qui ont voté pour une personne. Si une personne, un candidat, a la moitié des voix exprimées plus une, c'est ce qu'on appelle la majorité absolue. S'il n'y a pas cette majorité absolue, on procède à un second tour. Et le second tour est à la majorité relative. Donc, c'est-à-dire que le premier, celui qui a le plus grand nombre de voix, est élu. Je m'attendais à une question de votre part, mais que se passe-t-il, monsieur, si tout le monde a le même nombre de voix? Ça, je n'ai pas pensé, par contre. C'est possible. C'est justement aux dernières élections en 2014, en France, dans une commune, je crois, dans le sud-ouest de la France, c'est arrivé exactement le même nombre de voix. Donc, tout dépend de l'élection là aussi. Ça me fait penser à mes élèves. Les élections de délégués, on voit que c'est le plus jeune qui l'emporte. Dans les autres élections, c'est un peu différent. Par exemple, pour le scrutin de liste municipale, on a une liste. Donc là encore, c'est compliqué. On a une liste. Comment on départage? C'est la moyenne d'âge la plus élevée. C'est la moyenne d'âge la plus élevée. Et en plus, dans la commune dont vous parlez, ça s'est joué vraiment sur pas grand-chose. Donc, c'est la moyenne d'âge la plus élevée qui l'emporte dans ce cas-là. Il y a des élections, d'autres élections au scrutin uninominal. C'est donc un seul candidat. Donc, selon l'élection, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte. Il y a d'autres élections, c'est le candidat le plus jeune. Donc, tout dépend de l'élection. D'accord, mais oui, ça a été très clair, tout a été plutôt bien expliqué, la majorité relative absolue, tout ce qui concerne le vote. Et puis, on a vu aussi l'importance donc, pour chaque citoyen de voter. Donc, Monsieur Collet, nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation. Et puis, nous vous disons à très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.